Ren était un pauvre type fauché et seul, alors il a décidé de transformer sa maison en hôtel pour monstres. Mais quand des filles monstres puissantes et sexy se battent pour emménager, il oublie le loyer et les laisse payer en nature. Tout commence quand Ren se rend en ville pour trouver un travail. Mais n'en trouvant pas, il décide de faire une pause et de faire la sieste dans le parc. Peu après, une jolie fille nommée Lily, bien trop bien pour lui, le réveille et lui dit qu'elle cherche son chemin. Elle lui tend un prospectus pour une maison à louer et Ren est choqué de voir que c'est la sienne. Voyant qu'elle est dans l'embarras, Ren dit à Lily qu'il peut l'accompagner jusqu'à la maison. Peu après, ils prennent un bus et arrivent en banlieue, dans un quartier sombre et lugubre. Ren la prévient qu'un danger pourrait rôder et qu'il serait risqué pour elle de traîner seule la nuit. C'est alors que Ren remarque que Lily galère avec ses bagages. Il essaie de faire le mec cool en l'aidant, mais il n'arrive même pas à soulever le sac. Lily lui montre sa force en portant facilement le sac sur ses épaules, ce qui finit de briser l'ego fragile de Ren. Alors qu'ils avancent dans l'allée, Lily sent quelque chose d'étrange. Elle plaque Ren contre le mur, l'étouffant contre sa poitrine, tout en lui disant de s'enfuir. Ren refuse de partir car il a un peu trop apprécié ce contact. Mais soudain, des chauves-souris commencent à voler vers eux. Voyant cela, Lily se transforme en loup-garou juste devant lui, à sa grande surprise. À ce moment, une vampire sexy charge Lily, ce qui déclenche un combat acharné entre les deux. Lily prend le dessus, mais la vampire utilise ses ailes pour prendre l'avantage et fonce vers Ren. Craignant pour sa sécurité, Lily rejoint Ren juste à temps et envoie valser la vampire d'un coup puissant. Lily accourt ensuite pour vérifier qu'il va bien et elle le supplie de ne rien dire sur ce qu'il a vu. Elle veut partir, mais comme c'est la seule femme à l'avoir touché à part sa mère, Ren insiste pour qu'elle vienne chez lui et devienne sa locataire. Peu après, ils arrivent à la maison et Ren lui montre la chambre confortable où elle va dormir. Le lendemain matin, Ren se réveille en entendant Lily hurler comme si elle avait vu un fantôme, avant de se rendre compte qu'elle a simplement peur de son chat, Rolly. Peu après, l'atmosphère se refroidit, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, la vampire de la veille les attaque. La vampire s'introduit dans la maison et arrache Ren à Lily car elle pense que Lily l'a kidnappée. Avant que Ren ne puisse s'expliquer, les deux filles se battent et saccagent tout jusqu'à ce que Ren intervienne pour les gronder. Une fois le calme revenu, la vampire se présente sous le nom de Viviane, une noble de la secte du sang. Viviane révèle qu'elle cherche aussi un logement et qu'elle a suivi le même prospectus que Lily. Ren accepte qu'elle reste, mais au moment de payer, elle réalise que son argent a été volé, la laissant totalement fauchée. Alors qu'elle fond en larmes, Ren a pitié d'elle et la laisse rester malgré tout. Sur ce, Viviane décide de le remercier de sa gentillesse en lui préparant un délicieux repas et même Lily admet que c'est vraiment bon. À ce moment-là, Ren reçoit un appel et une voix stridente à l'autre bout du fil lui dit qu'elle appelle au sujet de sa candidature pour leur société commerciale, mais Ren n'en a aucun souvenir. Néanmoins, elle lui hurle dessus, lui disant de se présenter à leur bureau pour 14 h et elle lui laisse l'adresse. Peu après, il se rend à l'endroit indiqué, espérant donner un nouveau tournant à sa vie inutile et sans valeur grâce à un emploi stable. Arrivé dans les bidonvilles où se trouve ladite entreprise, on lui dit au téléphone de toucher le poteau téléphonique à côté de lui. Après avoir touché le poteau, elle lui dit de lever les yeux et à sa grande surprise, un immense bâtiment flotte dans le ciel. Il lâche le poteau et s'envole dans le bâtiment alors que celui-ci disparaît à nouveau de sa vue. Il ouvre les yeux et voit une porte géante devant lui, et alors qu'il essaie encore de comprendre, un étrange robot humanoïde bleu apparaît pour le conduire là où il est censé aller. Peu de temps après, il arrive au bureau de la dame désagréable à qui il parlait au téléphone. Elle lui souhaite la bienvenue dans leur organisation appelée SPACE, l'abréviation de Special Administration of Sealing Empire. C'est Raven et elle ne perd pas de temps pour dire à Ren qu'elle est sa patronne et qu'il devrait s'habituer à voir sa sale tête dans le coin. Elle l'appelle et le met mal à l'aise en lui disant qu'il a de jolis yeux. Elle lui propose de s'asseoir et une chaise apparaît à côté de lui, s'ajoutant ainsi à la liste des choses bizarres qu'il a rencontrées. Pendant qu'il essaie de se faire à l'idée qu'il n'est pas fou, elle sort un bol de ramen et commence à l'engloutir comme un sanglier affamé. Ren finit par se reprendre pour demander à la dame pourquoi elle l'a invité dans cet endroit étrange. Raven mentionne qu'il est là pour un entretien, mais Ren conteste car il n'y a aucune société commerciale en vue. Raven lui dit alors que la société commerciale n'est rien d'autre qu'une farce. Apparemment, Space est un département affilié chargé de gouverner tous les univers. En gros, ce sont des êtres divins chargés de veiller à ce que tout soit en ordre. Le cerveau de Ren s'embrouille presque avec toutes les informations qu'elle lui donne. Elle lui dit ensuite qu'il a été sélectionné pour quelque chose de moins sérieux, à savoir le poste de son examinateur adjoint.
Son travail d'examinateur consiste à s'assurer que certaines races effrayantes ne détruisent pas le monde ou à planifier l'évolution des corps célestes. Ren est totalement sidérée par cela, mais Raven s'en moque éperdument car elle savoure simplement son délicieux bol de ramen. Raven dit à Ren qu'il a réussi le test préliminaire parce qu'il a trouvé les deux parias. D'un claquement de doigts, Ren se retrouve dans une pièce très sophistiquée où Raven lui explique que son travail est divisé en deux. La première est qu'il doit accueillir plus de locataires, et ce seront tous des parias spéciaux comme Lily et Vivian. La deuxième partie de son travail consiste à aider Raven pour tout nettoyage lié à l'arrestation d'êtres rebelles. Comme Ren est totalement confus par tout cela, il demande à Raven ce qu'il est exactement censé faire. Raven mentionne alors qu'il doit éviter les ennuis à ses locataires spéciaux. Ren demande ensuite à Raven ce qui se passera s'il refuse le poste et elle répond que sa mémoire sera effacée et que ses nouveaux locataires lui seront également retirés. Raven lui dit qu'il est libre de choisir entre une toute nouvelle vie ou de retourner à sa vie totalement insignifiante. Une fois ses explications terminées, il retourne à son bureau. Ren demande alors s'il devra faire des choses immorales, mais elle rappelle à son esprit obtus qu'ils sont censés maintenir la paix dans le monde. Elle ajoute ensuite qu'il recevra un très bon salaire, et c'est là que Ren commence enfin à s'intéresser à toute la conversation. Elle lui présente un document juridique contenant tous les avantages dont il va pouvoir bénéficier. Avec ces avantages en tête, Ren n'a d'autre choix que de signer le document. Une fois le document signé, Raven lui dit qu'il est libre de rentrer chez lui. Ren rentre chez lui et montre le contrat à ses nouvelles locataires, mais les filles sont sceptiques quant à tout ce qu'il leur a expliqué. Vivian mentionne que la Raven dont il parle ressemble plus à une escroc qu'à un être divin. Cependant, elle sait que Raven n'est pas affiliée aux chasseurs de démons, puisqu'elle a demandé à Ren de s'occuper d'elle. Vivian commence à se dire que le travail n'est peut-être pas si mauvais car elles en sont les bénéficiaires. Vivian révèle ensuite qu'elle est sortie l'après-midi pour s'assurer qu'elle n'était pas traquée par les chasseurs de démons, mais Ren l'exhorte à arrêter de voler partout l'après-midi. Vivian en profite tout de même pour narguer Lily, disant que les chasseurs sont plus vifs que ses instincts émoussés. Les deux sont sur le point de se battre, mais Ren les calme. Il interroge ensuite Vivian sur les chasseurs de démons et elle explique que ce sont des monstres hybrides avec du sang à moitié humain. Apparemment, ils sont en guerre contre des êtres comme elle depuis la nuit des temps, mais il n'y a jamais eu de vainqueur définitif. Après avoir entendu l'histoire de Vivian, Ren se tourne vers Lily, lui demandant si elle connaît aussi les chasseurs de démons. Elle avoue qu'elle n'a jamais eu affaire à eux, mais qu'elle ne les a vus qu'à la télévision. Cet aveu ne donne à Vivian que plus de raisons de traiter Lily d'idiote parce qu'elle manque des compétences de survie les plus élémentaires. Lily tente de se défendre en disant qu'elle a vécu avec des humains toute sa vie, c'est pourquoi elle ne sait rien des chasseurs de démons. Réalisant que Ren pourrait être en danger, Vivian propose de partir pour attirer les chasseurs de démons ailleurs, mais elle ajoute qu'elle emmènera le clébard stupide avec elle. Plus tard, Ren profite d'une bonne sieste quand il se retrouve soudainement dans un royaume étrange. Il erre sans but jusqu'à ce qu'il se retrouve pris pour cible par de méchants loups. Il tombe au sol et juste au moment où il est sur le point d'être dévoré, il se réveille au son de la voix de Lily. Ren croit que ce n'était qu'un rêve, mais il réalise soudain qu'il tient un morceau de fourrure. Vivian l'examine et mentionne qu'aucune énergie démoniaque ne s'en dégage et quand Lily essaie son odorat, elle ne sent rien non plus. Réalisant que Ren pourrait être en danger, Vivian tente d'utiliser sa magie du sang sur lui avec un effet de sommeil, mais elle touche accidentellement Lily à la place, la faisant dormir comme une souche. À ce moment-là, Ren reçoit un appel de Raven lui disant de se présenter au bureau le lendemain car il y a une tâche urgente pour lui. Le lendemain, Ren se rend au château flottant pour répondre à l'appel de Raven, mais en arrivant à l'entrée, il ne trouve personne. Il pense à partir quand Raven apparaît dans une tenue vraiment drôle tout en portant une épée plus grande que le petit corps de Ren. Raven prétend que cette tenue mettant ses formes en valeur est sa tenue de jardinage et qu'elle taillait des arbres récalcitrants. Après cela, Raven se change et ils vont à son bureau où elle dit à Ren qu'elle a un terminal de données spécial à lui donner. Apparemment, c'est un appareil spécial réservé uniquement aux examinateurs. Raven pose le terminal sur la table et quand il demande comment l'utiliser, elle lui dit de le contrôler par la pensée et il réagira automatiquement à ses instructions. Raven le taquine ensuite, lui disant qu'il a signé pour le travail le plus dur car il n'y a ni repos ni mort pour lui. Ren en a assez de l'entendre bavarder et il l'interroge sur la mission qu'elle prétend avoir pour lui. Avant de lui confier la mission, elle l'emmène dans la salle d'amélioration où chaque examinateur doit subir une procédure d'amélioration. Vivian appelle ça une procédure simple, mais elle sort de nulle part ce qui ressemble au cercueil de Dracula.
Cela terrifie Ren, mais Raven le pousse dans le cercueil avant qu'il ne puisse protester. Raven active les boutons nécessaires et un effet d'éclair frappe le cercueil, le faisant tourner de manière incontrôlée. Ren hurle à l'intérieur, mais disparaît soudainement, choquant Raven, qui pense avoir peut-être appuyé sur les mauvais boutons. Un instant plus tard, Ren se retrouve dans le même royaume où il avait été attaqué par les loups. Le terminal sort de sa poche en volant, se présentant enfin à Ren avec sa voix agaçante. Le terminal mentionne qu'il est son assistant et Ren lui demande s'il peut lui fournir une couverture avant qu'il ne meure de froid. Le terminal lui répond avec colère qu'il n'est qu'une version améliorée de Google Maps, pas un magicien. La seule chose qu'il peut offrir est de le guider et Ren lui demande où il se trouve. Le terminal explique alors qu'ils sont dans la dimension du rêve, qui est un espace parallèle au monde réel. Ren croit que c'est un monde virtuel ordinaire, mais le terminal l'avertit rapidement que mourir dans l'espace du rêve signifie automatiquement mourir dans le monde réel. Rand perd presque la tête quand il réalise qu'on lui a imposé un test mortel. Soudain, Ren se retrouve à nouveau entouré de loups et le terminal ne perd pas de temps pour se dégonfler et retourner dans la poche de Ren. L'un des loups charge Ren, mais au lieu de se faire arracher le bras, un étrange bouclier apparaît pour le protéger. Ren est confus par ce qui vient de se passer, et le terminal explique qu'il a obtenu ce bouclier rigide grâce au processus d'amélioration qu'il a subi. Le terminal l'assure que le bouclier s'activera automatiquement dès qu'il sera attaqué. Les loups réalisent qu'ils ne peuvent pas abattre Ren, et ils commencent immédiatement à appeler le chef de leur meute. Ren essaie de s'échapper à travers les herbes quand il est renversé par l'énorme chef de meute presque de la taille d'une voiture. Il est sur le point de se faire arracher la tête, mais le bouclier intervient à nouveau, le sauvant juste à temps. Le chef des loups, quant à lui, se blesse les dents, mais les choses deviennent encore plus bizarres quand le loup parle à Ren avec une voix humaine. Le chef des loups exige de savoir qui est Ren et pourquoi il est venu dans cette dimension. Face à la mort, Ren s'empresse de dire qu'il n'est qu'un voyageur, mais le loup ne croit pas un mot de ce qu'il dit car cette dimension n'est pas faite pour les humains. Néanmoins, le loup dit à Ren qu'il fera un bon repas pour les petits. Même si ses dents le font souffrir, il pense toujours que les membres de la meute devraient pouvoir abattre Ren pour que les petits puissent s'en nourrir. Réalisant qu'il va mourir, Ren passe en mode négociation, disant au chef de meute qu'il l'emmènera chez un dentiste s'il l'aide à trouver l'établissement humain le plus proche. Privilégiant ses dents plutôt que de s'occuper de ses enfants, le chef de la meute porte Ren sur son dos et fonce droit vers la colonie humaine la plus proche. Le chef de meute se plaint que les humains sont nuls, car ils gâchent tout ce qu'ils touchent. Ren réalise alors que les humains sont partout les mêmes, que ce soit dans l'espace onirique ou non. Peu après, ils arrivent à une hutte et le loup retourne vers sa meute tandis que Ren promet de lui trouver le dentiste promis. Ren entre dans la hutte et ordonne à Terminal d'allumer la lampe, mais ça vexe Terminal qui lui dit qu'il n'est pas un fichu outil domestique. À ce moment, Ren repère un objet familier au sol, mais avant qu'il ne comprenne ce que c'est, la hutte s'illumine comme à Noël. Une soudaine rafale de vent suit, mais avant qu'il ne se passe quoi que ce soit, Ren saisit l'objet. Pendant ce temps, Lily s'occupe d'un chien quand elle percute un type bizarre, mais étonnamment, le gars est assez fort pour résister au choc. Lily rentre chez elle et trouve Vivian s'amusant avec un aspirateur comme si c'était la plus grande invention humaine. Lily tente de se moquer d'elle, mais Vivian a le dernier mot en lui montrant une cage pour chien trouvée pour elle. Lily était l'instigatrice, mais elle a fini par subir le plus gros retour de bâton de la part de la méchante Vivian. D'un autre côté, Ren retourne au bureau spatial alors que Raven déguste tranquillement un bol de ramen sans aucun souci. Raven lui demande comment il se sent et il avoue que le bouclier l'a aidé dans l'espace onirique où elle l'avait envoyé mourir. Cependant, il se plaint que la seule chose qu'il ait obtenue est le bouclier rigide et Raven lui fait savoir que les autres avantages d'amélioration apparaîtront avec le temps. Raven l'assure qu'elle lui a déjà donné des compétences extraordinaires, mais qu'il faudra du temps pour que son corps s'y adapte. Il l'interroge sur l'espace onirique et elle explique que c'est un monde parallèle inaccessible aux humains sans méthode spéciale. Plus tard, Ren montre à Raven le poil de loup qu'il a rapporté de l'espace onirique en guise de souvenir. Il mentionne aussi avoir trouvé une plaque de métal familière, mais à sa surprise, il ne l'a plus sur lui. Après leur petite discussion ennuyeuse, Raven le pousse dehors avant de lui annoncer qu'elle l'envoie en voyage en Europe. Apparemment, il y va pour récupérer un nouveau locataire et tous les frais ont déjà été réglés. De plus, Raven lui ordonne d'emmener Lily et Vivian avec lui car elles pourraient s'avérer utiles. Elle lui lance les billets d'avion et l'envoie ensuite sur son chemin. Une fois Ren partie, Raven tente de toucher le poil de loup mais il disparaît et elle s'inquiète que des choses s'infiltrent depuis le monde parallèle. Le lendemain, Ren et ses filles montent dans un avion pour l'Angleterre afin de trouver leur nouveau locataire. Vivian est époustouflée par la hauteur à laquelle les avions peuvent voler dans le ciel.
Ren lui rappelle qu'elle peut aussi voler, mais elle précise qu'elle ne peut pas voler aussi haut que les avions. Ren est perplexe car elle n'a jamais été vue en volant si bas, et Vivian explique que sa vitesse fulgurante la rend invisible aux humains. Lily se joint à la conversation, se moquant de Vivian qui n'a jamais voyagé en avion. Vivian tente de se défendre en disant qu'elle n'est pas assez fauchée pour ne pas pouvoir se payer un billet d'avion. Elle prétend qu'elle aime juste voler de ses propres ailes, mais Lily voit bien qu'elle ment pour cacher sa pauvreté. Ren, de son côté, se plaint de la méchanceté de Raven qui leur a pris des billets en classe éco plutôt qu'en business. Lily intervient, affirmant avoir pris l'avion le plus cher, mais Vivian et Ren découvrent finalement qu'elle s'était simplement accrochée à l'arrière de l'appareil. Peu après, ils arrivent à Londres, mais ils ont beaucoup de mal à trouver leur hôtel. Lily veut appeler un taxi, mais Ren précise qu'ils sont bien trop fauchés pour s'en payer un. Comme ils cherchent leur chemin, Vivian propose de parler à un local, affirmant que son anglais est très bon, car elle a vécu en Angleterre. Pourtant, ça tourne mal, car tout le monde pense que c'est juste un perroquet qui raconte n'importe quoi. Ren lui demande alors quand elle a vécu ici pour la dernière fois et elle répond que ça fait des siècles. Ren n'arrive pas à croire qu'elle soit assez bête pour ignorer que la prononciation a évolué avec le temps. Vivian utilise alors ses quelques neurones de vampire morte pour trouver une idée. Elle prend la carte de l'hôtel et pousse Lily à suivre l'odeur grâce à son flair surdéveloppé. Lily n'est pas intéressée au début, mais Ren sait comment la motiver en suggérant que la nourriture de l'hôtel est excellente. Lily s'active immédiatement et les conduit jusqu'à l'hôtel. L'équipe est bluffée par la qualité de la chambre et Lily est la première à commander au room service. Lily se fiche de la quantité qu'elle mange même si l'addition finit par être salée. Vivian, elle, s'allonge sur le lit douillet qui n'est pas son cercueil pour enfin bien dormir dans sa vie de misère. Pendant qu'elle s'éclate, Ren est en pleine crise de nerfs et quand il n'en peut plus, il leur hurle de la boucler. Les filles s'excusent ensuite de l'avoir dérangé et il accepte disant qu'ils doivent reprendre leur mission pour trouver le nouveau locataire. Il sort Terminal pour l'aider à lire la carte qu'il a, mais celui-ci affirme qu'il ne peut pas car il n'a pas été mis à jour vers la dernière version. À ce moment-là, Raven appelle Ren pile quand il faut et elle promet de l'aider à mettre à jour le logiciel de Terminal. Une fois mis à jour, Terminal annonce à Ren qu'il peut désormais traduire d'autres langues. Cependant, Terminal précise qu'il y aura une petite punition s'il insulte Raven ou dit du mal d'elle. L'avertissement arrive trop tard car Ren vient de la critiquer et il se fait électrocuter violemment. Après la punition de Ren, Lily essaie de parler à Terminal en langue loup et étonnamment, il arrive à comprendre ce qu'elle dit. Comme on pouvait s'y attendre, le seul mot qu'elle connaît en langue loup concerne encore la nourriture. Le trio va ensuite manger à la salle à manger, mais pendant le repas, une invocation de Vivian en patrouille tombe sur quelque chose de suspect. Vivian s'inquiète et suggère qu'ils retournent tous dans leur chambre. Ils en discutent quand un moche à lunettes très suspect arrive et se présente sous le nom de Kazuto. Il demande à s'asseoir avec eux et Ren accepte. Ren lui demande s'il sait où se trouve Yorkford et il répond oui. Par coïncidence, il s'y rend aussi. Kazuto leur demande pourquoi ils vont à Yorkford et chaque membre de l'équipe raconte n'importe quoi pour se contredire. Kazuto leur conseille alors d'être prudents si leur destination est bien le château de Yorkford, car il est hanté. Plus tard cette nuit-là, Vivian s'approche de Ren alors qu'il se détend sur le balcon pour lui dire qu'elle sent la présence d'un chasseur de démons dans l'hôtel. Vivian mentionne que l'une de ses invocations l'a remarqué, mais Ren ne s'inquiète pas car Lily n'a rien senti. Vivian rétorque que Lily est trop bête pour remarquer quoi que ce soit qui ne soit pas de la nourriture. Ren suggère de traquer le chasseur de démons et Vivian lui confie qu'elle soupçonne Kazuto d'être ce chasseur. Ils en discutent quand soudain ils entendent Kazuto leur parler depuis son balcon, affirmant être le chasseur de démons et qu'ils n'ont plus besoin de chercher. Vivian éclate de rire en entendant cela car elle ne croit pas qu'une personne aussi stupide que Kazuto puisse être un chasseur de démons. Son rire s'arrête net quand Kazuto apparaît sur leur balcon comme si de rien n'était. Cependant, sa maladresse manque de le faire tomber, mais Ren parvient à le rattraper juste à temps. Kazuto les suit ensuite dans leur chambre pour faire plus ample connaissance avec le trio. Kazuto convainc Vivian qu'il est le chasseur de démons en lui montrant l'incantation sur laquelle son invocation est tombée. Kazuto suppose alors qu'ils sont tous des surhumains, mais Ren le corrige en disant qu'il est un humain ordinaire. Kazuto refuse d'y croire puisqu'il connaît les chasseurs de démons et le château de Yorkford. Néanmoins, il suggère qu'ils se rendent tous ensemble au château le lendemain. Kazuto part ensuite, disant qu'il a quelque chose à faire, mais qu'il les verra très tôt le lendemain. Une fois parti, Ren demande à Vivian pourquoi elle a accepté l'offre de Kazuto si facilement, et elle révèle que c'est sa façon de le surveiller.
De plus, elle craint que leur nouveau locataire ne soit la cible de Kazuto. Le lendemain matin, ils prennent un train pour Yorkford et en chemin, les informations sur l'attaque du fantôme passent à la télévision. La journaliste interroge le premier témoin, Angus, sur les lieux pour expliquer ce qu'il a vu. Angus explique des choses vraiment ennuyeuses et la journaliste mentionne qu'une récompense attend quiconque résoudra ce prétendu problème de fantôme. Vivian s'y intéresse immédiatement à cause de l'argent, mais Ren lui rappelle qu'ils sont en mission pour leur nouveau locataire. Peu après, 3 drôles de types prétendant être des chasseurs de fantômes passent devant l'équipe. Après être descendus du train, ils se dirigent vers une auberge et, à leur surprise, Angus en est l'aubergiste. Angus leur dit d'abord qu'il n'y a plus de place, mais après l'avoir supplié, il leur dit qu'il va faire de son mieux pour leur trouver des chambres. Cependant, il dit cela de la manière la plus glauque et bizarre possible, comme s'il était un prédateur. Peu après, Angus leur a préparé 2 chambres. Les garçons en partagent une et les filles font de même, mais Lily dort déjà. Angus demande à Kazuto s'il compte aller au château à cause des problèmes de fantômes. Ren essaie de l'empêcher de parler, mais Kazuto est un vrai moulin à paroles et commence à déblatérer qu'il est un chasseur de démons professionnel venu de Chine pour éradiquer tout mal. Angus est ravi d'avoir un chasseur de démons dans l'auberge, et Kazuto lui demande plus de détails sur le fantôme. Pendant ce temps, Vivian a du mal à se débarrasser de cette gloutonne de Lily, car elle essaie de la transformer en nourriture. Angus s'assoit avec enthousiasme pour leur raconter une histoire intéressante sur le château de Yorkford. Apparemment, il a été nommé château de Yorkford il y a longtemps, mais la plupart ne le connaissent plus sous ce nom. Lorsqu'on lui demande pourquoi, Angus explique qu'on a conseillé aux gens de s'éloigner du château car une rébellion y a éclaté, ce qui a conduit à son abandon. Apparemment, des soldats ont été piégés dans les tunnels souterrains et ce sont ces soldats qui sont devenus des fantômes. Les fantômes, en colère, traquent désormais les chasseurs de trésors. Il s'avère que le château regorge de trésors, mais en même temps, des pièges sont partout pour protéger les dits trésors. Angus révèle que le seigneur du château avait 3 fils, mais après sa mort, l'aîné a hérité de tous les trésors, forçant les 2 autres idiots à s'unir pour fomenter une rébellion contre leur grand frère. La bataille entre les frères s'est propagée jusqu'à la ville, mais au final, les 3 frères sont tous morts dans le château. Apparemment, on avertit les gens de rester à l'écart à cause des fantômes des frères qui résident dans le château. Après avoir écouté l'histoire, Ren se rend dans la chambre des filles pour en parler à Vivian, car Lily dort encore comme une souche. Vivian mentionne alors qu'elle a envoyé ses chauves-souris surveiller le château, et d'après son rapport, il est possible qu'il y ait des fantômes là-bas. Ren prend immédiatement peur, mais Vivian l'exhorte à se calmer, disant que les fantômes n'ont peut-être rien à voir avec les événements paranormaux. Ren lui demande pourquoi elle en est convaincue, et elle répond que la présence spectrale qu'elle a ressentie est confinée sous terre, et comme l'incident a eu lieu en surface, les fantômes souterrains ne sont probablement pas impliqués. Quand Ren retourne dans sa chambre, il trouve Kazuto en train de fixer une photo qui, selon lui, est très importante pour lui. Apparemment, la photo dans le cadre est celle de sa sœur, même si on ne peut pas voir son visage. Ren veut en savoir plus, et Kazuto se glisse aussitôt dans son sac de couchage, qui ressemble plus ou moins à un sac mortuaire bloqué et déchiré. Ren lui demande pourquoi il dort dans un sac mortuaire, et Kazuto prétend que ça éloigne les insectes, même s'il est presque en lambeaux. Ren lui demande ensuite pourquoi il ne travaille pas avec sa sœur, puisqu'elle semble être elle aussi une puissante chasseuse de démons. Kazuto réfute cela, affirmant que sa sœur est une fille ordinaire et qu'il n'est devenu chasseur de démons que pour la protéger. De plus, il ne sait même pas où se trouve sa fameuse sœur. Pendant que l'équipe dort et ronfle, Angus gère un petit boulot lucratif en transportant les 3 chasseurs de fantômes jusqu'au château. Cependant, Kazuto a vent de l'affaire plus qu'il ne dort pas. Peu après, Vivian surgit dans la chambre de Ren pour lui parler des choses bizarres qui se passent à l'auberge. Elle lui apprend que l'aubergiste, Kazuto et les 3 hurluberlus du train ont disparu. Vivian suggère qu'il les traque tous pour savoir ce qu'ils manigancent. Ren est d'accord avec elle, et il demande où est Lily. Il retourne dans la chambre des filles pour trouver Lily qui dort encore comme un loir. Vivian l'envoie valser contre le mur, mais ce n'est pas suffisant pour la réveiller. D'un autre côté, Angus dit au trio de rester à l'écart de l'église près du château, car il pourrait tomber sur des choses effrayantes. À ce moment-là, Kazuto atterrit sur la voiture, mais un serpent sort de la sacoche d'un des chasseurs et grimpe sur le toit. Le serpent est dégoûté par le visage de Kazuto et manque de l'envoyer dans l'au-delà à cause de sa laideur. Pendant ce temps, Vivian vole dans les airs et suit la voiture tout en portant Ren. Lily, quant à elle, court à 4 pattes alors qu'elle est encore en train de dormir.
Ren est surpris de pouvoir voir comment Lily court, mais il comprend vite que la procédure d'amélioration en est la cause. Soudain, Lily percute un rocher alors qu'elle se déplace à toute vitesse. C'est suffisant pour la sortir du terrible état de sommeil dans lequel elle est plongée. Ren et Vivian descendent pour voir comment elle va et elle tombe soudain dans un trou créé par l'impact de sa course. Ren est choqué de voir ça, mais Vivian sourit, disant qu'ils viennent de trouver un raccourci vers le château grâce à la dormeuse Lily. L'équipe entre dans le tunnel et en sort de justesse de l'autre côté, grâce à la dispute constante entre Lily et Vivian. Alors qu'ils s'apprêtent à entrer dans l'enceinte du château, Vivian avertit ses coéquipiers d'être prudents, car on ne sait jamais ce qui les attend. Ils se faufilent jusqu'à ce qu'ils trouvent les 3 hurluberlus au loin. Étonnamment, d'autres chasseurs de fantômes sont également présents. Comme ils ont besoin d'infos sur le nouveau locataire, Ren contacte Terminal, mais comme toujours, Terminal s'avère inutile et leur dit de chercher eux-mêmes. Ren essaie de forcer Terminal à l'aider, mais l'agaçante machine active le mode veille et s'endort. Alors que le trio déambule dans les ruines du château, ils aperçoivent Kazuto s'activer au loin. Le trio regarde autour de lui et trouve une église. Rin suggère d'entrer dans l'église et après s'être excusé auprès de Terminal, celui-ci leur dit de continuer. Ils sont sur le point d'entrer quand ils remarquent que des chasseurs de fantômes se rapprochent. Lily et Vivian passent alors à l'action pour effrayer les chasseurs de fantômes en faisant des grimaces et des bruits effrayants. Une fois les chasseurs de fantômes partis, Lily saisit le rocher obstruant l'entrée de l'église et l'envoie valser comme un fétu de paille. En entrant, Lily mentionne qu'elle perçoit une odeur humaine en plus de celle de Ren dans les environs. Ils repèrent une empreinte et Ren en conclut que quelqu'un les a devancés. C'est alors qu'ils trouvent une étrange inscription sur une plaque de pierre, et après l'avoir retirée, ils découvrent une poulie. Lily la tire et crée un passage qui mène sous terre. Terminal décide enfin d'être coopératif en disant à Ren que le nouveau locataire se trouve là où il se dirige. Ren est ravi de l'apprendre, car il va enfin ajouter un autre locataire à sa collection. Mais Vivian s'inquiète de la disparition de Kazuto. Alors qu'ils marchent dans les tunnels sombres, Ren demande à Terminal d'éclairer davantage pour qu'ils voient où ils vont. Mais ça l'énerve à nouveau, rappelant à Ren qu'il n'est pas censé être une fichue lampe de poche, même s'il est un guide. Ils se retrouvent bientôt dans une grande salle de stockage qui leur fait penser que les histoires de fantômes pourraient être vraies. À l'extérieur, l'essence de Kazuto le mène à un gros rocher recouvrant l'entrée souterraine. Grâce à son sort de papier, il parvient à écarter le rocher. Il manque de se faire écraser en entrant dans le trou, mais la chance est de son côté. Ren et ses locataires se reposent quand ils entendent soudain quelque chose au loin, ce qui attire leur attention, espérant que ce soit le nouveau locataire. Le trio continue sur le chemin solitaire, attendant de voir quand ils vont enfin rencontrer leur nouveau locataire. Peu après, ils aperçoivent Angus au loin et sa présence dans le tunnel est pour le moins suspecte. Pour éviter d'être repérés, Vivian utilise ses talents de vampire pour dissimuler leur présence. Vivian suggère de s'approcher d'Angus, mais Ren n'en voit pas l'intérêt, car il considère Angus comme un type ordinaire. Vivian lui ouvre les yeux sur le fait qu'Angus cache forcément quelque chose puisqu'il transporte du matériel. L'équipe s'approche alors de lui et commence à lui faire peur. Par peur, Angus avoue qu'il a inventé des histoires de fantômes pour attirer les touristes, car ses affaires périclitent. Lily est déçue qu'Angus veuille s'enrichir sur le dos des morts, mais Ren lui rappelle qu'elle aussi voulait une récompense. Réalisant que le sort de dissimulation va se dissiper, Ren dit à Angus de s'enfuir, et celui-ci accepte sans hésiter. Lily attire ensuite leur attention sur les lettres inscrites sur les murs. Vivian mentionne que ce sont des runes surtout utilisées par les chasseurs de démons. Pour Ren, ce ne sont que des lettres affreuses, et avant d'avoir une migraine à force de fixer le mur, il demande à Vivian de traduire. Vivian lit alors les runes, qui disent « Ce lieu scelle tout le mal au-dessus, et aucun mal ne pourra jamais y pénétrer ». Elle continue sa lecture, et une fois terminée, Ren comprend qu'il y a quelque chose de sinistre dans ces tunnels. Vivian est d'accord, disant que le seigneur du château devait être un chasseur de démons intégré à la société. Vivian s'approche alors du mur et le touche, ce qui le fait réagir à son pouvoir magique. Cela active le piège du tunnel et des flèches commencent à voler vers eux. Cependant, Ren parvient à les protéger en utilisant le bouclier rigide. Il s'enfuit jusqu'au bout du tunnel et Ren ordonne à Lily de défoncer la porte. De son côté, Kazuto rentre toujours dans des espaces étroits, cherchant désespérément une sortie. Un rat lui grimpe dessus et il manque de se griller lui-même en essayant de s'en débarrasser. Ren et ses filles atteignent enfin une zone sûre, mais juste au moment de se reposer, un énorme rocher roule vers elles, les obligeant à se coller au mur pour ne pas finir écrasées comme des crêpes. Pourtant, l'instinct canin de Lily prend le dessus et elle se met à courir après le rocher comme si elle jouait à la balle.
Viviane et Ren sont alors obligées de la poursuivre. Et soudain, le sol s'ouvre et elle tombe dedans. Viviane se change aussitôt en vampire pour la rattraper avant qu'elle ne s'écrase au sol. Au même moment, Kazuto arrive à l'endroit où ils ont failli être empalés par des flèches. Le crédule Kazuto touche la rune comme Viviane, et les flèches foncent sur lui pour le transformer en passoire. Viviane pose délicatement Lily au sol, mais Ren leur tombe dessus avec fracas. C'est alors qu'ils lèvent les yeux et réalisent qu'ils sont dans une salle remplie de trésors. Viviane et Lily s'emballent, et alors qu'elles allaient se jeter sur l'or et la nourriture, Ren les arrête et les fait réfléchir. Ils surmontent leur cupidité et, à leur grande surprise, tout n'était qu'une illusion. Viviane pense que le brouillard traversé contient un sort d'hallucination délirant, mais on ignore pourquoi Ren est épargné. Le trio poursuit alors son exploration du donjon tout en se demandant quand ils en verront enfin le bout. Ren commence déjà à s'inquiéter de la situation et espère trouver l'occupant rapidement pour pouvoir partir. Viviane note que tout semble étrange et, vu les inscriptions murales, soupçonne que leur cible est le prisonnier du donjon. Soudain, les murs commencent à se rapprocher d'eux, dans une tentative de les écraser. Viviane et Lily tentent d'utiliser leur pouvoir, mais les runes les en ont totalement dépouillés. Les filles paniquent, mais Ren est le seul à rester calme, leur assurant qu'il y aura forcément une issue. À ce moment-là, Ren saisit les murs, essayant de se prendre pour Samson. Étonnamment, les murs s'arrêtent et les filles retrouvent l'usage de leur pouvoir. Ren suggère immédiatement de déguerpir avant que les murs ne se remettent à bouger. Pendant ce temps, Kazuto suit toujours le même chemin que le trio et finit par tomber dans un bassin en contrebas. Ren et les filles se reposent quand des chevaliers surgissent du sol et les traquent comme des huissiers. Lily et Viviane décident de riposter et parviennent toutes deux à neutraliser ces pénibles chevaliers. Cependant, Viviane prévient Ren qu'ils ne peuvent pas encore souffler car ils n'ont pas vu le gros des troupes. Viviane remarque alors que les écrits sur l'épée désignent une pierre magique et que les spectres gardent quelque chose. Ren ignore tout des pierres magiques, alors Viviane lui explique qu'elles servent à invoquer des démons. Viviane précise que les fantômes sont là pour s'assurer que le sceau reste bien en place. Lily suggère de détruire la pierre, mais Viviane répond que ce n'est pas une mince affaire. Ren est serein car il pense qu'il ne risque rien tant qu'il n'invoque pas de démon avec la pierre. Pourtant, Viviane lui dit qu'un démon agressif trouvera le moyen de sortir même sans être invoqué. Ren suggère alors de s'éloigner de la pierre, mais il réalise soudain qu'elle pend juste au-dessus d'eux. Viviane calme Ren en lui disant qu'ils n'ont rien à craindre tant qu'aucune force extérieure n'agit sur la pierre. C'est alors que Kazuto frappe le mur de l'extérieur avec son pouvoir, brisant l'une des chaînes de la pierre. Cela invoque une foule de chevaliers, et le trio se retrouve encerclé par des morts-vivants prêts à les massacrer. Juste au moment où les chevaliers allaient fondre sur eux, les premiers rangs sont criblés de flèches. L'archer n'est autre que Kazuto, qui frime avec son aura en descendant dans le donjon. Il dit avec assurance au trio de lui laisser les chevaliers morts-vivants. Il essaie de faire le malin en volant vers la pierre, mais finit par s'écraser au sol comme une orange pourrie. Les quatre s'amusent beaucoup jusqu'à ce qu'ils se rappellent qu'ils ont encore des morts-vivants sur les bras. Étonnamment, Kazuto les asperge d'une poudre qui les immobilise totalement. Une fois qu'ils sont immobilisés, Kazuto commence à les abattre avec une grande facilité. Cependant, Ren et les filles sont toujours encerclées, et Viviane lui assure que ses chevaliers ne sont rien face à elle. Elle s'apprête à utiliser son pouvoir ultime, mais demande à Ren et Lily de bien la protéger pendant l'activation. Lily passe à l'offensive, terrassant les chevaliers, tandis que Ren reste près de Viviane pour la protéger avec son bouclier. Juste au moment où Lily commence à fatiguer, le pouvoir de Viviane est enfin prêt. Elle bondit dans les airs et déchaîne son pouvoir de sang rouge. L'équipe a hâte de voir son incroyable puissance, mais avant qu'elle ne blesse les chevaliers, la pierre absorbe tout. Cela s'avère être un très mauvais signe car la pierre commence à se fissurer. L'équipe regarde avec horreur une lumière rouge jaillir vers le ciel, suivie d'une destruction terrifiante. Peu après, un type effrayant couvert de flammes émerge de la pierre. Pendant tout ce chaos, Kazuto s'est cogné la tête et s'est évanoui. Lily est d'abord intriguée par ce type enflammé, mais dès qu'il libère son aura écrasante, l'équipe commence à se faire dessus. Soudain, le colosse de feu s'approche d'eux et soulève Ren et Kazuto du sol. Sans dire un mot, le type s'envole avec les garçons, mais les filles le suivent. Il s'arrête un instant et Viviane le défie, lui demandant comment il peut voler plus vite qu'elle sans avoir d'aile. À ce moment-là, le type lâche Ren, le laissant dans un état de panique totale. Viviane s'approche alors de lui, lui disant de ne pas avoir peur, car elle est là. Elle affirme que les démons et les vampires ont une force presque égale.
Elle démontre son immense force en libérant son aura, ce qui fait apparaître une lune rouge dans le ciel. Vivian se vante de la façon dont ses pouvoirs ont pu terrasser Poséidon. Vivian est sur le point d'attaquer le démon quand il parle soudain, demandant à Ren s'il est son propriétaire. Ren et les filles sont choquées, mais Terminal montre enfin sa face inutile, disant à l'équipe que la mission est accomplie car le nouveau locataire est là. Le type se présente alors comme Zack, disant à Ren à quel point il est ravi de le rencontrer enfin. Vivian pense que Zack se trompe, mais Terminal surgit, montrant le signal lumineux qui émane du corps de Zack. Zack attrape Kazuto, disant que c'est lui qui l'a réveillé. Il fait tourner Kazuto comme une vulgaire plaque de métal jusqu'à ce qu'il s'envole comme un ballon. Zack demande ensuite à Ren s'il y a un contrat signé qu'il doit remplir pour être lié à lui. Vivian ne veut pas qu'il signe, mais Terminal leur apprend que le but de la mission est justement de signer avec Zack. Une fois d'accord, Ren rappelle à Zack les gardes du château. Zack l'assure qu'il s'en occupe, et d'un simple jet d'énergie du doigt, il réduit le château en poussière. Tout le monde est paralysé par la peur devant la puissance que dégage ce type, y compris Terminal, qui se met à dire que Zack est l'homme le plus beau de la planète. D'un autre côté, Vivian reste sceptique à propos de Zack, mais dès qu'il lui fait un compliment, elle oublie totalement tous ses doutes. Soudain, ils entendent des gens marcher vers eux et Ren suggère alors à Zack de reprendre sa forme humaine. Zack s'exécute sans attendre, mais son apparence humaine n'est pas très différente puisqu'il garde son visage effrayant. Plus tard, Ren remet à Raven le rapport sur le nouveau locataire qu'ils ont accueilli. Il se plaint que Zack soit trop rustre et qu'il essaie toujours de résoudre ses problèmes en lançant des rafales d'énergie. Lors d'une discussion avec Zack, celui-ci révèle qu'il n'est arrivé sur la planète qu'il y a un mois. Apparemment, il n'était pas scellé dans la pierre magique car c'est en fait un portail. Pour couronner le tout, Zack se trouve être un chef démon dans son propre monde. Cependant, il a subi une défaite cuisante face à ses ennemis et a failli y laisser la vie. Alors qu'il était sur le point de mourir, il a été sauvé par un examinateur. Raven insiste pour que Ren s'occupe de Zack car c'est le premier paria recueilli par l'examinateur principal. Ren suit les instructions de Raven et s'assure que Zack ne manque de rien pour se sentir à l'aise. Zack s'entend également très bien avec les filles de la maison sans aucune difficulté. Plus tard, alors que Vivian fait le ménage, elle trouve la plaque de métal que Ren avait vue dans la dimension du rêve et qu'il pensait avoir perdue. En plus de cela, il a aussi trouvé une note qu'il prétend avoir récupérée dans la dimension du rêve il y a des années. Cela lui rappelle le chef des loups et il espère sincèrement que celui-ci va bien. Vivian lui dit alors qu'il y a forcément un lien entre lui et l'espace du rêve, car il y a sûrement une raison pour laquelle il a pu s'y rendre enfant. Par coïncidence, la plaque de métal et la note portent les mêmes mots, ce qui signifie la source du pouvoir. Éveille-toi à nouveau et ouvre la porte. Ils essaient d'en déduire le sens quand Ren reçoit un appel l'informant que Zack a été arrêté. Ren est obligé de tout laisser tomber pour se rendre au poste et tenter de le faire libérer sous caution. Peu après, Ren reçoit un appel de Raven, lui demandant de passer à son bureau. En chemin, il voit une fille jouer de la guitare, et même s'il voulait lui donner quelque chose, il n'avait pas son portefeuille sur lui. À son bureau, elle lui annonce qu'un nouveau locataire arrive, mais qu'il a été envoyé par erreur sur une autre terre et Ren doit aller le chercher. Ren se plaint d'être envoyé dans l'espace alors qu'il rentre d'Angleterre, mais Raven lui crie dessus en disant qu'il n'a pas le choix, c'est son travail. Ren lui demande alors comment il est censé voyager entre les planètes, et Raven claque des doigts, lui montrant la station spatiale Cooper. Elle lui fait savoir qu'elle mettra son terminal à jour plus tard pour qu'il puisse s'y rendre. Comme la planète cible est surtout couverte d'océans, Raven lui dit qu'elle lui a déjà préparé une experte maritime. C'est alors que la dite experte entre dans la pièce et il s'avère que c'est la fille à la guitare. Elle le regarde avec mépris et le traite de vieux boucrada. C'est alors que Raven lâche une autre bombe en révélant que la fille est aussi la nouvelle locataire de Ren. Ren rentre chez lui pour présenter la jeune fille, Wuyue, au reste de la bande à la maison. Ils ont tous accueilli Wuyue chaleureusement tout en lui révélant leur surnom drôle et idiot. Apparemment, Wuyue est une sirène, une race très ancienne parmi les parias. Originaires de la mer, elles sont pour cette raison rarement aperçues par les humains. Étonnamment, c'est une race uniquement féminine qui ne se reproduit que par des cérémonies secrètes. Une fois les présentations faites, Vivian propose de cuisiner un bon repas pour accueillir Wuyue. Comme d'habitude, Vivian et Lily se chamaillent, ce qui amuse beaucoup Wuyue, qui trouve que cette maison est plutôt intéressante. Peu après, Ren annonce au locataire qu'il part en chercher un nouveau, mais qu'il ne peut emmener que 2 personnes. Il emmène d'office Wuyue, ce qui signifie qu'il ne reste plus qu'une seule place. Ils commencent tous à lever la main pour être choisis.
Mais finalement, Ren choisit Zack car c'est le seul à être déjà monté dans un vaisseau spatial. Lily est furieuse de ne pas avoir été choisie et pique une crise jusqu'à ce qu'un mal de ventre la plie en deux. Pendant la nuit, Wiyu surprend Ren qui déambule car il n'arrivait pas à dormir. Ils discutent brièvement et Ren lui demande pourquoi elle a voyagé toute l'année. Elle répond simplement que c'est un secret qu'elle seule connaît. Le lendemain matin, Ren, Wiyu et Zack sont sur le balcon et Terminal active les coordonnées de la station spatiale pour les y téléporter. Ils arrivent rapidement à la station Kuiper et sont accueillis par la guide, une dame charmante. Terminal informe Ren que cette belle dame est une extraterrestre, ce qui le surprend car il les imaginait laids. Wiyu saute pour tester la gravité et réalise qu'elle est identique à celle de la Terre. La guide explique que tout à l'intérieur du vaisseau a été conçu pour simuler l'environnement terrestre. Ren demande ensuite pourquoi la station semble vide alors qu'il s'attendait à y voir une foule immense. Elle précise que la station est un nœud de transport, c'est pourquoi les gens n'y restent pas longtemps. La guide lui annonce qu'elle le mène à son propre guide et que l'équipage correspondra peut-être aux extraterrestres qu'il espère voir. En arrivant au quai d'embarquement, Ren est stupéfait car les dires de la guide s'avèrent tout à fait exacts. Ren voit des extraterrestres typiques, mais Terminal l'entraîne vers le vaisseau pour ne pas être en retard. Terminal précise qu'ils prendront un appareil civil, mais qu'un autre vaisseau les attendra plus loin. À ce moment-là, un hologramme apparaît, montrant le capitaine du vaisseau, qui les informe qu'il s'apprête à entreprendre un voyage d'environ 200 milliards d'années-lumière. Ren lui demande combien de temps va durer le voyage, et il se vante de ses talents avec les longues saucisses avant de prendre en compte que le navire est aussi rapide. Il affirme que tous ces facteurs réunis leur permettront d'arriver à destination en moins de 24 heures environ. Après s'être bien vanté, il démarre le vaisseau et met le cap directement vers leur destination. Pendant ce temps sur Terre, Vivian et Lily poursuivent leur habituelle rivalité féminine. Ren et ses collègues font bon voyage jusqu'à ce que le capitaine aperçoive un autre vaisseau et décide de faire la course par pur orgueil. Ren tente de dire au capitaine qu'il est temps pour eux de changer de vaisseau, mais celui-ci n'en a rien à faire. Ran veut tenter de sauter du vaisseau lui-même, mais Terminal le prévient que ça finira très mal s'il rate le nœud. Terminal les mène ensuite au vaisseau, mais au moment d'en prendre le contrôle, il remarque que le sas est verrouillé. Zack s'avance pour forcer la porte avec sa force, et grâce à sa forme démoniaque, il parvient à ses fins. Le vaisseau décolle, et Zack saute dessus. Le vaisseau fonce vers sa destination mais perd son propulseur en entrant dans l'atmosphère. Le vaisseau s'écrase dans l'eau, mais alors que Ren se voit déjà mort, Wiyu devient une sirène pour le sauver, et il ne voit qu'une superbe femme poisson. Quand Ren ouvre enfin les yeux, il est dans l'espace onirique, mais Terminal le rassure en lui disant que Wiyu l'a sauvé. De plus, il a prévenu ceux de l'autre côté qu'il était en vie. Ren est surpris de voir que Terminal a 2 modes, et celui-ci en profite aussitôt pour se vanter d'être génial. À ce moment, Ren voit que les loups de tout à l'heure sont attaqués, mais il intervient vite pour les sauver. Le loup veut lui arracher la tête car il n'a pas ramené de dentiste, mais il laisse couler car il vient de les sauver. Ren sort alors sa plaque de métal et demande au chef des loups s'il reconnaît les inscriptions dessus. Le chef des loups dit que ce sont des écrits anciens, mais avant d'en dire plus, Ren revient dans le monde réel. Zack explique qu'ils ont dû le réveiller avec une décharge électrique. Terminal leur montre alors les lieux possibles où se trouve le locataire qu'ils recherchent. Après s'être chamaillés comme des gamins, ils choisissent enfin la destination où ils veulent se rendre. Sur Terre, Vivian prépare le plat habituel et y met plein d'ail alors que c'est une fichue vampire. Au lieu de Vivian, c'est Lily qui réagit mal à l'ail et perd ses esprits, mais Vivian réussit à la maîtriser. Ren et son équipe arrivent enfin sur le site du crash du vaisseau du locataire. Ren est stupéfait par l'ampleur des dégâts causés par le crash de l'appareil. Ren dit que ça aurait fait la une pendant des mois si c'était tombé sur Terre. Zack s'approche ensuite du vaisseau pour voir si le locataire est toujours en vie. Zack force la porte mais ne trouve personne à l'intérieur. Il n'est pas satisfait de ça, alors il passe en mode Hulk et démonte tout le vaisseau juste pour s'assurer que le locataire ne se cache pas entre certaines pièces. Après avoir fini de démonter le vaisseau sans rien trouver, Terminal décide enfin de parler, et il révèle que la partie de l'appareil qu'ils ont trouvé n'est pas la soute à cargaison. Ran est choqué et veut savoir pourquoi le locataire était stocké dans la zone de cargaison. Terminal dit qu'il ignore pourquoi, mais il semble que la zone de cargaison soit la partie la plus solide du vaisseau. Grâce à ça, Terminal est convaincu que le locataire a de meilleures chances de survie. Après ça, Ren suggère d'aller sur l'autre site du crash, qui se trouve étonnamment en pleine mer. Sans perdre de temps,
Wuyu plonge pour inspecter l'épave, qui gît par 5000 mètres de fond. Avant de plonger, elle jette ses vêtements à Ren pour qu'il les garde, ce qui fait divaguer son pauvre petit cerveau. C'est alors que Terminal suggère à Ren de suivre Wuyu car, en tant qu'examinateur, il doit être présent. Avant même qu'il ne finisse, Zack attrape Ren et le jette à l'eau. Wuyu le rattrape juste avant qu'il ne se noie, et Ren réalise soudain qu'il peut respirer sous l'eau grâce au pouvoir de Wuyu. Wuyu explique qu'elle contrôle l'eau autour d'eux, ce qui lui permet de respirer et de supporter la pression. Ren est époustouflé par le talent impressionnant des parias. Soudain, un requin effrayant surgit devant eux et fonce sur eux à toute allure. Voyant le danger arriver, Wuyu se transforme en l'une de ses formes effrayantes, un poulpe. Dès que le requin voit ça, il s'enfuit sans même se retourner. Ren est surpris. Wuyu lui fait savoir qu'elle peut se transformer en pratiquement n'importe quoi. Peu après, il trouve la soute du navire et Terminal effectue un scan rapide. Le Terminal révèle que la cargaison est endommagée à l'extérieur, mais l'intérieur semble intact. Pour bien voir la cargaison, Wuyu utilise son pouvoir pour créer une bulle d'air sec autour du conteneur. Ren peut y entrer librement, mais quand Wuyu essaie, elle n'arrête pas de tomber à cause de sa queue de poisson. Ren la gronde, lui demandant pourquoi elle ne reprend pas sa forme humaine. Elle rappelle alors à Ren qu'elle a déjà jeté ses vêtements avant d'entrer dans l'eau, ce qui signifie qu'elle est nue. Le Terminal ouvre alors la soute, mais Ren est déçu en entrant car il n'y a aucun signe de vie dans l'espace de chargement. Ren suggère alors qu'il contacte Raven pour lui demander. Pendant qu'il parle à Raven, Wuyu a trouvé une boîte plus petite dans le conteneur qui contient des produits pour bébés. Rand dit à Raven qu'il ne trouve pas le locataire, mais elle dit que c'est impossible. Elle demande à voir l'intérieur de la soute et Ren lui montre. Elle fait alors remarquer que Wuyu est déjà avec le locataire. Il s'avère que l'œuf avec lequel Wuyu joue est le locataire. L'œuf tombe soudainement, manquant de peu de tuer le trio, mais heureusement, l'œuf ne se casse pas. Raven dit alors à Ren de la retrouver sur une vaste terre dans une heure pour discuter des prochains arrangements. Ren et Wuyu reviennent bientôt sur Terre pour rejoindre Zack. Ensemble, ils attendent l'arrivée de Raven. Raven arrive bientôt dans son grand vaisseau et en voulant frimer avec son atterrissage, elle finit par enterrer les deux dans le sable. Elle les accueille ensuite à bord du vaisseau comme si elle n'avait pas failli mettre fin à leur jour. Rand se calme immédiatement lorsqu'il apprend que le vaisseau est à lui. Ren est totalement époustouflé car il ne s'attendait pas à recevoir un cadeau aussi merveilleux. Ren demande le nom du vaisseau et Raven lui dit qu'il s'appelle la Tortue Hybride, un nom stupide mais qui semble génial à notre héros crédule. Soudain, Raven lâche une bombe, disant que l'œuf qu'ils viennent de sauver est celui d'une sirène, la dernière de son espèce après la destruction de son univers. Elle mentionne qu'elle partage des similitudes avec Wuyu, qui est une sirène. Une fois prêts à partir, Ren laisse le lancement du vaisseau au terminal puisqu'il n'y connaît absolument rien au pilotage. Peu après, l'équipe rentre à la maison grâce aux excellentes compétences de pilote du terminal. En entrant dans la maison, Ren est surpris de trouver Lily dans un état sauvage et Vivian lui conseille d'être prudent car elle se comporte comme une folle depuis hier soir. Zack parvient à la maîtriser et Ren suggère que Terminal les téléporte au vaisseau. Terminal répond que ce n'est peut-être pas possible car Lily est dans un état instable. Zack utilise alors son pouvoir pour les téléporter dans le bureau de Raven pendant qu'elle déguste tranquillement ses ramen. À peine arrivée, Lily s'agrippe déjà à la jambe de Raven comme s'il s'agissait de nourriture. Raven reprend alors le contrôle et saisit la tête de Lily pour utiliser ses pouvoirs psychiques afin de calmer son côté sauvage. Lily s'endort et une fois qu'elle dort profondément, Raven explique à l'équipe qu'elle suit simplement un processus d'évolution. Cependant, avant d'évoluer, elle devra se transformer complètement en loup. Raven mentionne qu'elle a dû réagir à quelque chose récemment, ce qui a déclenché ce processus d'évolution. C'est alors que Ren se rappelle que Lily a dû réagir à la lune écarlate que Vivian a créée au château. Raven dit ensuite à Ren d'emmener Lily au centre de perfectionnement pour la stabiliser. Alors qu'ils partent, Raven demande à Zack et Wuyu comment ils s'adaptent, et tous deux répondent que tout va très bien. Plus tard, Lily se réveille au centre sans aucun souvenir de ce qui s'est passé quand elle voulait manger tout le monde. À peine quelques secondes après son réveil, Lily et Vivian reprennent leur habituelle relation d'amour-haine. Ren dit à Lily de se calmer car Vivian s'inquiétait pour elle, mais Vivian le nie pour garder son air impassible. Peu après, Raven dit à Ren qu'il doit rendre un rapport sur ses nouveaux locataires, ce qui lui fait regretter ses choix de vie, car il ne s'attendait pas à ce qu'une agence mystique soit aussi bureaucratique. Pour couronner le tout, elle lui demande même son avis sur le fonctionnement.
Raven dit ensuite à Ren qu'il doit encore s'occuper de Lily car elle n'a que refoulé son côté loup mais qu'il ressurgira forcément et qu'il doit être prêt. Elle précise que cela arrivera probablement à la prochaine pleine lune et elle décide de vérifier quand celle-ci aura lieu. Étonnamment, la prochaine pleine lune a lieu le lendemain et Raven ne perd pas de temps pour esquiver sa responsabilité, disant à Ren que c'est à lui de savoir comment il va gérer la situation car elle sera occupée. Ren essaie de se plaindre, mais Raven lui rappelle qu'elle a géré les locataires pendant des semaines et qu'il devrait pouvoir s'en sortir. Plus tard, Vivian va en cuisine préparer une potion spéciale pour Lily en prévision de la pleine lune. La potion sent si mauvais que Ren ne peut s'empêcher de lui demander si elle cuisine pour Shrek. Une goutte tombe de la marmite et brûle le sol comme de l'acide. Ren voit ça et se dit que Vivian prépare du poison, pas une potion. Cette nuit-là, Ren et ses locataires vont dans les montagnes pour passer la nuit avant la pleine lune. Pendant que tout le monde joue, Lily est occupée à s'empiffrer comme un chameau. Vivian lui dit de manger vite et de se transformer, mais Lily répond qu'elle n'a pas envie de se transformer. Vivian veut qu'elle se transforme vite pour en finir une bonne fois pour toutes. Apparemment, ils sont tous épuisés de s'être autant démenés pour s'occuper du gros chien. Ils finissent par s'assoupir, puis se réveillent plus tard au son des hurlements de Lily dehors. Au moment où ils sortent, Lily est déjà en train de se transformer et Vivian dit à Ren de faire attention car Lily n'est pas dans son état normal. Zack prépare alors un sort de barrière et les presse d'y entrer. Comme prévu, Lily se déchaîne et fonce sur eux, mais le sort de protection de Zack permet de la tenir à distance. Après un coup de vent, elle se transforme enfin, mais à leur grande surprise, elle devient un husky sibérien géant, et non un loup comme ils s'y attendaient. À ce moment-là, Ren commence à marcher vers elle, et Vivian l'exhorte à être prudent car Lily pourrait le blesser. Étonnamment, Lily n'attaque pas et les autres poussent un soupir de soulagement. Vivian tente de l'aider en donnant à Lily les pilules qu'elle a préparées pour la calmer. Cependant, cela ne fait qu'empirer les choses et Lily perd le contrôle. Vivian réalise qu'elle s'est en fait trompée dans la formule de la potion. Alors que Lily court vers la ville, le groupe la poursuit et Ren élabore un plan pour tenter de l'arrêter. Il dit à Zack d'essayer de la maîtriser par la force, mais cela se retourne immédiatement contre lui. Vivian parvient à stopper Lily avec ses chauves-souris et Ren tente de la raisonner avec un discours de motivation. Cela échoue aussi, mais juste au moment où Ren va regretter sa stupidité, ils entendent une voix douce venant de derrière, et il s'avère que c'est celle de Wuyu. Grâce à sa voix et à son pouvoir, elle parvient à calmer Lily et Ren la caresse pour l'endormir. À ce moment-là, Lily reprend sa forme humaine, mais Vivian la couvre rapidement avec ses chauves-souris. De retour à la maison, Ren installe Lily sur le lit pour qu'elle dorme quand il est soudainement assommé par derrière par un type étrange à lunettes. Peu après, Lily se réveille dans ce qui semble être un entrepôt. Elle est surprise car elle ne se souvient pas que la maison de Ren soit un entrepôt sale. Elle tente de partir mais est repoussée par le sort de barrière placé sur la porte. À ce moment-là, les deux types qui l'ont enlevée entrent dans la pièce, lui disant qu'ils sont de sa famille. Elle est totalement confuse et les deux prétendent qu'elle a été ensorcelée par le vampire et qu'elle a donc besoin de leur aide. Lily soutient que Ren et les autres sont des gens gentils mais les deux s'en moquent. Lily tente de sortir de force mais elle est assommée. Ils vont sortir de la pièce quand une chauve-souris de Vivian est vue, signalant qu'ils sont repérés. Pendant ce temps, Ren reprend enfin connaissance et annonce au groupe que Lily a été enlevée. Vivian essaie d'utiliser sa chauve-souris pour obtenir plus d'informations, mais elle est bloquée. Cependant, Terminal assure en scannant les propriétés de la chauve-souris qui était avec Lily, mais qui a réussi à revenir vers Vivian. Terminal expose tout ce qu'il a découvert, et grâce à cela, ils ont pu déduire que Lily est retenue dans une zone industrielle. Ren forme une équipe pour partir à la recherche de Lily. Il dit à Wuyu et Zack qu'ils vont faire équipe tandis que lui et Vivian resteront ensemble. En prévision d'une attaque, les deux ravisseurs ont renforcé leur cachette pour empêcher toute intrusion. Peu après, Vivian localise l'entrepôt à l'aide de ses chauves-souris. L'une des chauves-souris a tenté d'entrer dans le bâtiment mais a été abattue. Vivian examine la barrière et réalise qu'il s'agit d'une magie puissante qu'elle a déjà rencontrée. Vivian dit à Ren qu'ils doivent trouver une entrée pour pénétrer dans le bâtiment. Pendant ce temps, Zack et Wuyu ont trouvé ce qui semble être la cachette des ouvriers. Zack défonce la porte et les trouve en train de jouer. Wuyu fait la fille cool, disant à Zack qu'il devrait s'excuser auprès de ces innocents. En cherchant une entrée, Vivian rappelle à Ren qu'il est peut-être immunisé contre la barrière magique, comme au château. En gros, son pouvoir annule la magie, ce qu'il confirme quand Ren touche une particule magique la changeant en poussière. Lily soulève alors Ren, espérant l'emmener à l'étage supérieur pour entrer dans le bâtiment. Cependant, ils sont frappés par l'un des loups, Yuan, qui les attendait de pied ferme.
Yuan prétend que Ren et sa bande ont enlevé Lily, alors que lui et son frère sont clairement les ravisseurs ici. Furieux, il se transforme en loup-garou pour pouvoir les combattre convenablement. Yuan projette sa magie agaçante sur eux, les forçant à courir dans tous les sens. Vivian dépose Ren dans ce qui semble être un lieu sûr, mais l'endroit devient vite très dangereux quand Yuan les charge. Vivian dit alors à Ren qu'elle va s'occuper de Yuan pendant qu'il part à la recherche de Lily. Mais Yuan est un type têtu et il ne compte pas les laisser filer. Vivian emmène Ren au sommet d'une tour, et pendant qu'il lutte contre Yuan, Zack et Wiyu jouent avec les gars du sous-sol. Au fil du combat, Yuan est touché par Vivian et son pouvoir lui révèle qu'elle est la redoutable comtesse de la lune pourpre. Après avoir lutté pendant des minutes, Ren parvient enfin à entrer dans le bâtiment. Cependant, le frère de Yuan surgit derrière lui et manque de peu de le décapiter. Grâce à son bouclier, il survit. Ren se met à courir dans tous les sens, mais Termina lui crie d'arrêter ce jeu du chat et de la souris et d'affronter le loup-garou qui cherche à le tuer. Ren insiste sur le fait qu'il ne peut pas affronter un surhumain, mais Termina lui rappelle qu'il a subi une procédure d'amélioration, ce qui lui donne la même force qu'eux. Même après avoir entendu ça, Ren ne pense toujours pas pouvoir affronter le loup-garou. Le loup-garou le saisit et le projette comme une balle en caoutchouc, mais il survit comme d'habitude. Ren décide de se cacher, mais Terminal lui rappelle que c'est inutile face à une créature à l'odorat si fin. Comme Terminal l'avait prédit, le loup finit par le retrouver. Ren échappe de peu à la mort et utilise son ingéniosité pour activer les arroseurs et masquer son odeur. Ren s'introduit dans les conduits pour fuir le loup et finit par trouver Lily qui a déjà faim. Elle est surexcitée quand Ren lui annonce qu'il est temps pour eux de rentrer à la maison. Cependant, le loup leur barre à nouveau la route. À ce moment, Vivian projette Yuan dans le bâtiment, et celui-ci avertit son frère de ne pas l'affronter car c'est la comtesse. Alors que la situation menace de dégénérer, Ren exhorte tout le monde à garder son calme. Ils s'expliquent avec les loups, et après avoir compris que Ren est un chic type, ils finissent par se calmer. Tout semble bien finir quand des chasseurs de démons arrivent dans le bâtiment pour les encercler. Les chasseurs ouvrent immédiatement le feu sur le groupe, mais Ren protège tout le monde avec son bouclier. Ren leur dit alors de s'enfuir, et pendant qu'ils prennent la fuite, Ren attire leur attention avec son bouclier, donnant ainsi à Vivian et Lily une chance de s'échapper du bâtiment. Ren aveugle ensuite les chasseurs avec la lumière de Terminal pour pouvoir s'enfuir avec les deux loups. Cependant, les chasseurs de démons ne comptent pas les laisser s'échapper et les poursuivent. Ren et les loups atteignent une distance de sécurité et pensent être hors de danger, mais les chasseurs de démons surgissent comme des moustiques tenaces. Ren se retrouve bientôt face à une chasseuse de démons rouge qui est stupéfaite par ses pouvoirs. Elle refuse de croire que Ren n'est qu'un simple humain, car les humains ne sont pas censés posséder de tels pouvoirs. Alors que le combat s'intensifie, Ren s'habitue de plus en plus à se déplacer comme un véritable surhomme. Ren fait fuir la chasseuse de démons, la poursuivant jusqu'à ce qu'il l'assomme. Ren finit par la laisser quand il réalise qu'il doit peut-être aider le reste de l'équipe. Yuan et son frère se battent avec brio, mais ils finissent par être maîtrisés par les chasseurs de démons. Yuan est transpercé par une lame d'argent et commence à se transformer en pierre. Le frère de Yuan regarde alors qu'il s'apprête à achever Yuan, mais Ren arrive juste à temps. Lily rejoint également Ren et lui annonce que l'état de Yuan devient critique. Cependant, elle assure à Ren qu'elle a une idée pour aider à sauver la vie de Yuan. Elle libère le nouveau pouvoir issu de son évolution, créant une tempête qui permet au groupe d'échapper aux chasseurs. Ils atteignent les bois, et Wiyu et Zack les rejoignent bientôt eux aussi. Wiyu s'approche de Yuan pour voir comment il va. Elle dit au groupe qu'elle peut utiliser sa magie de soin pour aider le gars. Wiyu précise que c'est plus ou moins de la magie de l'eau, mais qu'elle peut l'utiliser pour sauver Yuan. Wiyu passe à l'action et plonge Yuan dans une sphère d'eau pour commencer à le soigner. Le frère de Yuan les remercie pour leur aide et promet de leur dire tout ce qu'il sait. Le gars mentionne qu'ils ont tenté d'enlever Lily à cause de la prophétie de la sirène. Apparemment, la prophétie dit que le jour du retour approche, un temps où les parias reprendront des forces et où les chasseurs de démons déclineront. C'est pourquoi les parias se rassemblent, et ils voulaient emmener Lily avec eux pour se préparer à cette fameuse prophétie. Le gars s'excuse de ne pas avoir dit toute la vérité avant, car il pensait que Lily était trompée par Vivian. Plus tard, Wiyu finit de soigner Yuan, mais alors qu'ils allaient fêter ça, les chasseurs de démons les attaquent à nouveau. Zack a la force d'éliminer le chef en un instant, mais il suggère plutôt d'avoir une conversation civilisée. Quand le chef des chasseurs refuse de coopérer, Zack lui montre son vrai pouvoir, ce qui l'effraie. Le chef des chasseurs de démons tente de s'enfuir, mais Zack le rattrape grâce à sa magie de téléportation et lui fait clairement comprendre ce qui lui arrivera s'il ose les poursuivre.
Après s'être occupé du gars, Yuan et son frère se préparent à partir. Lily les interroge sur la prophétie et ils disent l'avoir apprise d'une sirène venue sur le rivage. Les loups-garous s'en vont, mais la chasseuse rousse surgit et pointe un couteau sous la gorge de Wu Yue en exigeant que son patron parte. Ils sont dans l'impasse, et alors qu'ils tentent de résoudre le problème, Kazuto surgit et dit à la rousse qu'il doit emmener Wu Yue. Kazuto fait un clin d'œil à Ren pour lui faire comprendre qu'il est de son côté. Kazuto convainc la rousse de lâcher Wu Yue et en échange, il libère son patron. Cependant, la rousse et son patron tombent dans un piège dès qu'ils entrent dans les bois. Leurs cris résonnent partout comme un coup de tambour après avoir été frappés. Il s'avère que Wu Yue et Kazuto se connaissent, mais Wu Yue le remercie de lui avoir sauvé la vie en l'envoyant valser dans les bois. Contre toute attente, Wu Yue est en fait la sœur dont Kazuto parlait. Cette révélation plonge toute l'équipe dans une confusion totale, car personne ne s'y attendait. De retour à la maison, Wu Yue et Kazuto poursuivent leur habituelle rivalité fraternelle. Wu Yue raconte à quel point son frère est agaçant et qu'il la suivait toujours partout sous prétexte de la protéger. Vivian explique ensuite qu'il n'y a que des sirènes femelles, c'est pourquoi Kazuto n'en est pas une. En gros, leur père était un chasseur de démons alors que leur mère était une sirène. Vivian demande aux frères et sœurs où sont leurs parents et ils révèlent qu'ils ont disparu un jour sans laisser de traces. Pendant que tout le monde discute, Lily apprend qu'elle est devenue un husky et non un loup lors de son évolution et elle se met à sangloter. Vivian propose alors de vérifier son sang et elle lui plante ses dents dans le cou. Après vérification, elle lui dit qu'elle n'a rien d'un loup, ce qui rend Lily furieuse qu'elle lui ait pris son sang pour s'amuser. Les deux reprennent leur dispute habituelle sous les yeux de tout le monde. Peu après, Yuan et son frère se présentent à la porte. Une bagarre éclate entre eux et Kazuto, mais Zack règle ça par la force brute, comme à son habitude. Une fois calmé, Ren leur explique que Kazuto est un ami de confiance, juste un chasseur de démons à mi-temps et un nul en plus. C'est alors que le frère de Yuan sort un lingot d'or, et Vivian perd aussitôt ses moyens car elle ne plaisante pas avec l'argent. Soudain, la lumière s'éteint et Ren sort Terminal pour qu'il reprenne son rôle de lampe de poche d'appoint. Ils commencent à enquêter et finissent par réaliser qu'ils ne sont pas du tout attaqués. Il s'avère qu'ils n'ont plus de courant parce qu'ils n'ont pas payé leur facture d'électricité. Ils se mettent tous à parler de leur argent, mais ce n'est qu'une bande de dégénérés fauchés. Ren est fatigué de réfléchir à quoi faire et il se retire simplement dans sa chambre pour dormir. Une fois parti, Lily dit à ses collègues qu'il est de leur devoir d'aider Ren à payer toutes les factures. Le lendemain matin, Ren se réveille dans une maison vide. Pendant ce temps, Lily a commencé à travailler dans une animalerie mais ça ne se passe pas très bien. On peut en dire autant du reste du groupe qui essaie de trouver de l'argent pour leur propriétaire. Ren se rend ensuite au bureau de Raven pour lui demander de l'argent et elle accepte de lui en prêter, estimant qu'il a été un bon garçon. Ren lui demande ensuite s'il existe un lien entre l'espace onirique et les parias, et elle lui révèle que la majorité d'entre eux en sont issus. Plus tard, les locataires décident de partir à la chasse au trésor, car leur tentative de travailler a mal tourné. Ren continue de poser des questions idiotes à Raven pour savoir s'il y a un moyen de résoudre le conflit entre parias et chasseurs. Ren mentionne qu'il s'inquiète au fond pour la sécurité de ses locataires. Après une journée éprouvante, Ren rentre enfin chez lui et il est choqué de voir qu'il y a de la lumière. Les locataires l'accueillent chaleureusement et disent qu'ils ont tous travaillé dur pour payer la facture. Le groupe s'installe pour manger et les loups-garous qui observent de dehors réalisent qu'ils forment une grande famille heureuse. Yuan et son frère décident de se retirer et Ren apprend plus tard que Kazuto est aussi parti travailler mais qu'il reviendra s'il a besoin d'aide. Ren mentionne son plan d'entrée dans la dimension onirique et tout le groupe l'assure qu'ils l'accompagneront. Plus tard, Ren remarque que l'œuf de sirène a disparu et sans qu'il le sache, la crédule Lily est en train de le cuisiner. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et commentez Vampire pour embrouiller les perdants qui n'ont pas fini la vidéo.